Bonjour les amis, voilà le live. J'ai eu un peu de retard, donc normalement prévu à 19 h, heure de Paris, 13 h, heure de Québec. Le live qui va consister sur, comme je vous avais mis sur le post, sur les fincas rusticas en Espagne, première partie. En deuxième partie, mes services et formules d'accompagnement. Formule 1, 2 et 3 avec la future formation Passeport Réussite à ne pas négliger. Et ensuite, la troisième partie, ça va être la surprise de l'été 2024. Donc, j'ai également mis un petit formulaire, donc vous pouvez le remplir. Comme ça me permettra de vous envoyer le guide technique concernant ces fincas rusticas en Espagne, pour pas que vous ayez de problème pour une future acquisition. Voilà, donc on attend qu'il y ait un peu de monde. Nous sommes à 2 personnes pour le moment. Bon, je mettrai également, parce que j'ai eu des personnes qui disaient qu'elles n'étaient pas libres pour ce soir, donc il y aura la possibilité d'avoir une rediffusion sur ma chaîne YouTube. Voilà, je mettrai le lien sous le post, pour pas qu'il y ait de problème. Donc là, on va direct depuis l'Espagne. Là, je me trouve en Andalousie, donc spécial Finca Rurales. Enfin, on appelle ça Finca Rurales, également Finca Rustica. Attention, il y a un peu de vent. Attendez, mes documents. Oh là là. Attendez, 2 minutes. Voilà. Les aléas du direct. Bon, il fait quand même très beau. Ciel dégagé. Un grand ciel bleu. Regardez, je vais vous faire une petite... pour que vous puissiez voir. Là. Magnifique ciel bleu. Voilà. Alors j'espère que ce sujet va intéresser beaucoup de monde. Ça correspond à une demande très très forte parce que les gens ont la possibilité d'acheter des biens à des tarifs intéressants dans des zones rurales, ce qu'on appelle finca rustica. Par contre, il y a des spécificités très précises à bien connaître et à bien maîtriser, sachant que la loi, elle est faite au niveau national, mais chaque région d'Espagne a ses propres directives. Donc il y a à peu près 17, comme il y a 17 régions, donc chaque région a ses critères. En fonction de la surface, en fonction du bâti et des différentes législations au niveau urbanistique. Voilà. Finca rustica, on confond aussi ces finca rustiques, finca rurales, casa rurales, chalet rural, dont vous voyez parfois des villas ou des casas qui sont, ce sont des fincas rusticas, faites attention. Donc, on va développer le sujet dans ce post. Voilà, nous sommes 2 personnes, enfin il y a 3 personnes en ce moment. 19 h 11, donc on se laisse quelques minutes. Bon, dites-moi si vous entendez bien, déjà. Faites au moins un pouce pour dire que tout va bien. Alors, attendez. Parce que là, je vous suis également. Je vois Pedro Rugby qui regarde là. Voilà. Bonsoir Laurent. Bonsoir José-Louis, oui, très bien. Voilà, bon là je sais, j'allais vous demander d'où... Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez un pouce pour dire que c'est bon. Bon, sachant que ce live sera enregistré sur la chaîne YouTube. Je mettrai le lien aussi.
Bon, j'avais prévenu que j'allais faire ce live depuis quelque temps, donc jeudi 13, voilà, 19h. Ça arrange certaines personnes, pas d'autres, sachant que c'est la journée qui intéresse beaucoup de monde aussi, suite à un sondage que j'avais fait dernièrement. Bon, il y a 5 personnes qui y sont. Maria, Marlène, Sabine, Chris, bonsoir, Chris qui vient de la Belgique. Donc dites-moi d'où vous me voyez. Voilà. Bon, prenez, ça va. Alors, je vais vous faire le programme de la soirée. Donc, première partie, on va parler des fincas rusticas sur toute l'Espagne, avec les différentes spécificités concernant les régions d'Espagne. Deuxième partie, mes formules d'accompagnement avec la nouvelle formation Passeport Réussite, donc un concept tout à fait nouveau et innovant. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la surprise de l'été, comme je l'avais annoncé sur un post. Voilà, vous aurez une surprise. Donc pour ceux qui regarderont le live jusqu'à la fin. Vous avez également un document à remplir. Vous verrez, suite à ce document qui sera rempli par vous, il y aura votre adresse mail et je vous enverrai tout le détail de ce live. Voilà. Avec des conditions très intéressantes pour si vous désirez que je puisse vous accompagner pour une finca rustica. Alors, on va commencer. On va commencer par le départ. On va spécifier un petit peu la définition d'une finca rustica. En France, on pourrait interpréter ça comme propriété rustique. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il n'y paraît à première vue. Le principal problème est que la loi ne contient pas de description précise de ce qu'est une propriété rurale, ni la loi hypothécaire au niveau des banques, ni le code civil qui reflète exactement sa définition. Donc il faut se baser sur leurs propres caractéristiques et sur la relation avec d'autres types de biens, généralement de terrains et de biens immobiliers, afin de comprendre en quoi cela consiste, voilà, concernant la finca rustica. Alors, différence entre propriété rurale, terreno rustico, et terrain aménageable. La meilleure façon d'expliquer ce qu'est une propriété rurale est de comparer le concept du terrain aménageable. Ainsi, un terrain ou une propriété classée rustica est par nature non aménageable. Donc, par conséquent, l'acquisition d'un terrain rural à des fins de développement urbain n'est pas viable, puisque la loi nous empêchera de procéder à un tel traitement de surface et de l'espace, justement. Alors, les caractéristiques de ces propriétés rurales, de ce qu'on appelle les fincas rusticas. Les propriétés rurales sont à la base des terres dont les propriétaires peuvent profiter, mais toujours basées sur une utilisation rationnelle ou pratique de la ressource naturelle dont elles disposent. C'est-à-dire, propriétés rurales, ce sont des constructions dédiées exclusivement à l'usage agricole, à l'élevage ou également au domaine de la chasse. Les propriétés rurales construites ou reconstruites à des fins touristiques entrent également dans cette typologie. Donc là, on abordera aussi cette partie-là. Donc il existe également des terres et des fermes rurales, voilà, qui remplissent ce cadre-là. Donc ce qu'on appelle terre casa de labranza agricola y rustica. Voilà. Alors généralement, c'est constitué par on leur donne une référence cadastrale qui leur est attribuée, inscrite avec 20 caractères alphanumériques. Elles sont inscrites à l'IBI
agricole et non pas l'IBI urbain. D'où la nécessité de faire toutes les vérifications qui s'imposent dans les actes officiels. Étant donné qu'en milieu rural, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de numéro pour vous guider dans la localisation, la référence cadastrale avec cette numérotation, elle sert à cet effet. Alors, que faire sur une propriété rurale? Si un terrain rural est acquis, une propriété résidentielle ne peut pas être construite. Voilà, tel que nous comprenons ce concept. Par contre, il y a d'autres alternatives. On peut exploiter la terre dans les zones indiquées dans l'élevage agricole, disons entité agricole, élevage de poules, de poulets, on peut également faire une exploitation d'abeilles également, dans le style d'apiculteur pour faire du miel. Voilà, donc ça donne de nombreuses options. On peut construire une propriété, on peut construire donc essentiellement spécifique avec ces caractéristiques-là. S'il existe, un point très important, s'il existe déjà une construction antérieure, c'est-à-dire una obra, c'est-à-dire un ouvrage qui est déjà sur le terrain, il est possibilité d'entreprendre une rénovation, voire une construction. Par contre, il faut bien vérifier avec un notaire et faire une saisie, enfin, comment on appelle ça, un état des lieux concernant, comme quoi il y a déjà une construction. Il faut faire un audit. Voilà. Adapté aux nouveaux besoins, qui s'inscrit parfaitement au niveau de l'environnement. Voilà. Très important aussi, les différences. Il y a également beaucoup de différences concernant les autonomies en Espagne. Bon, vous savez déjà que l'Espagne est un grand pays et elle dispose de 17 régions autonomes avec chacune leur propre loi. Donc vous avez la Catalogne la plus demandée par les Français, par les francophones. Ensuite, vous avez la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia, la Comunidad d'Andalucía, qui est très vaste aussi. Là, je vous détaille un petit peu la côte. Et ensuite, vers l'intérieur, vous avez Castilla-Léon, Extremadura, Aragon, La Rioja, enfin, qui sont le Pays Basque au nord. Donc, pas mal de régions. Au total, 17 régions. Et chaque région a ses propres directives. Donc, il faudra faire le distinguo à ce niveau-là. Par contre, il existe des similitudes entre elles. Voilà. On peut différencier justement le propriétaire casa rural aussi bien en Andalousie, en Galicia. Voilà. Dans l'Andalousie, c'est un peu particulier. On identifie 3 catégories de sols différents. Voilà. On a terreno urbano, terrain aménageable, et des terrains non aménageables. C'est non urbanisables et urbanisables. La différence réside dans le fait que les terres non urbanisables, comme celles qui peuvent être liées à des propriétés rurales, ne peuvent être utilisées que pour des opérations professionnelles, type agricole, élevage, forestière ou de chasse. D'où l'intérêt d'avoir une capacité technique pour pouvoir entreprendre des travaux. Donc, l'acheteur lambda qui n'a aucune qualification professionnelle aura du mal à avoir ses permis accordés s'il n'est déjà pas inscrit au niveau de la Chambre des métiers agricoles, ainsi de suite. Ben, je crois que c'est la même chose en France aussi. Hein. De plus, ces propriétaires doivent justifier la construction de maisons afin de réaliser des travaux sur ce terrain. Chaque autonomie peut définir ses conditions spécifiques. Voilà, c'est pourquoi, lors de l'acquisition et surtout de la jouissance d'une propriété rurale, donc una finca rustica, il est important de connaître parfaitement et de faire une analyse spécifique et détaillée de la finca. La personne adéquate pour ce type d'études est uniquement l'architecte ou un perito agronome, ce qu'on appelle. On en trouve beaucoup en Andalousie et dans certaines régions aussi. Donc, alors, on va parler un spécifique concernant les peut-on vivre dans une propriété rurale selon la loi. Ce qu'on doit savoir, les terrains, pourquoi ça intéresse beaucoup de monde? Parce que les terrains, ce sont des terrains ruraux, ils ont un prix nettement inférieur à celui des terrains urbains ou aménageables.
Alors, peut-on vivre dans une propriété rurale? Absolument, en suivant les principes qui ont été évoqués auparavant. Donc, il faut avoir le statut professionnel agricole ou justifier d'une activité professionnelle à ça. Alors, c'est pour ça que c'est la question à plusieurs inconnus. Bon, les parcelles classées comme telles ont un prix de vente nettement inférieur à celui des parcelles urbaines et aménageables. Pourquoi? Parce qu'elles ne bénéficient d'aucune infrastructure d'urbanisme. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de connexion électrique, il n'y a pas de connexion à l'eau. Donc, au fur et à mesure, certains propriétaires ont fait venir propriétaires fonciers et agricoles ont fait venir les infrastructures à électricité et eau dans certaines fincas rusticas. Mais attention, à la base, ce n'est qu'une propriété rurale. Donc, comment vous dire, c'est la nature, il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, les accès également, la viabilité à étudier d'une manière très précise. Comment savoir si une maison sur un terrain rural est légale? Très important. Alors on va voir comment peut-on faire, que peut-on faire avec une propriété rurale, comment savoir si une maison sur un terrain rural est légale, peut-on construire une maison sur une propriété rurale? Peut-on vivre dans cette propriété rurale? Peut-on la réhabiliter? Quel type de propriété rustique? On peut également construire, si l'espace est très important, un hébergement touristique, à savoir un camping rural. C'est possible aussi. On va également voir tout ce qui est maison préfabriquée sur un terrain non bâti, construire ce qu'on appelle des écolo-lodges. Les Français, bon, ça, c'est devenu un peu la mode, tout ce qui est tiny house. Voilà. Alors, les avantages de vivre dans une propriété rurale. Quels sont les avantages des propriétés rurales? Où peut-on trouver les propriétés rurales à vendre, les fincas rusticas? Et que peut-on faire essentiellement d'une propriété rurale? Donc, une propriété rurale est une parcelle destinée principalement à l'élevage ou à l'exploitation agricole et qui comprend les bâtiments destinés à cet effet. Voilà. Ce type de terrain manque d'infrastructures, comme je l'ai dit auparavant, de tout à l'égout, d'électricité. En règle générale, sur ces parcelles, elles bénéficient d'une protection. La construction peut se faire sauf si les bâtiments sont destinés à des activités liées à la nature. Certains objectifs peuvent être attribués à une propriété rurale. On peut faire également des hôtels ruraux, des campings ruraux, des activités agricoles et d'élevage, activités culturelles rurales, tout ce qui tourne autour du secteur rural essentiellement. On peut faire également des auberges de jeunesse à vocation rurale, vignobles, artisanat, activités rurales aussi. Voilà. Alors, comment savoir si, le point le plus important, un des plus importants, comment savoir si une maison ou la casa rurale est légale? Voilà, c'est très simple, il suffit d'avoir les informations au cadastre, au registre foncier, de vérifier s'il dispose d'actes. Il y a bien sûr, pour cela, il faut demander ce qu'on appelle une nota simple, c'est un peu la carte d'identité du bien, et vérifier tous les éléments qui sont inscrits sur cette nota simple. Et par contre, bien connaître la nomenclature des textes. Attention, certains avocats ne maîtrisent pas le sujet. Alors, beaucoup font confiance aux avocats, mais ce ne sont pas les spécialistes, ce sont des gens qui maîtrisent tout ce qui est contrat et autres. Par contre, tout ce qui est urbanisme, c'est leur faiblesse. À moins d'avoir un avocat en droit immobilier et droit de l'urbanisme, qui pourra justement faire le distinguo. Pour être sûr de ne pas avoir d'équivoque et de problème, l'idéal c'est de consulter carrément un architecte local ou un bureau d'études type agronome, perito, qui pourront vous faire une étude adéquate pour vérifier la légalité du bien. Voilà. Peut-on construire une maison sur une propriété rurale? C'est-à-dire, peut-on construire une maison sur un terrain rustico? Non, parce que c'est un terrain non bâti. Cependant, s'il y a une maison préexistante qui est inscrite au registre du commerce, registre foncier,
et datant de plus de 30 ans, là, il y aurait des possibilités de la rendre viable et de la légaliser. Donc, il y a des régions telles que, par exemple, l'Andalousie, qui ont fait le concept AFO, afuera de ordenación. Et là, vous avez la possibilité que la maison soit, que le permis peut être accepté. Par contre, il faut faire appel à un architecte qui va monter le projet, qui va inscrire ça au niveau de la mairie, qui va déposer le permis, qui va quelque part rendre légal la maison. Voilà. Et par la suite, des travaux d'amélioration et de restauration pourraient être entrepris. Alors bien sûr, pour vivre dans une propriété rurale, il faut qu'elle réponde à certaines conditions de viabilité et d'habitabilité. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de maisons de fincas rurales qui n'ont pas de cédula d'habitabilidad. Tout va bien là, parce que là je vois que j'ai perdu pas mal de gens. C'est assez technique, hein. C'est ce qu'on appelle les fincas. On parle des fincas rurales. Donc, réhabiliter une maison sur un terrain rustique. De nombreuses propriétés rurales ont une maison inscrite au registre foncier. Dans ce cas, la loi vous autorise à y habiter et à entreprendre tous les travaux d'amélioration, de restauration, de rénovation que vous souhaitez, à condition qu'ils n'altèrent pas la hauteur, la surface, la structure de la maison. Et faire appel à un architecte qui sera en mesure de bien vous conseiller et de suivre. Selon l'État, par contre, si elle est en ruine, il faut faire très attention, c'est souvent refusé. Et en fonction aussi des critères de la zone, si c'est des zones protégées, ainsi de suite. Donc là, il faut consulter les services urbanistiques de la mairie. Avant d'acheter une propriété rurale, avant d'acheter ce qu'on appelle une finca rustica, il est conseillé de vérifier la viabilité du projet avec un architecte colegiado, unique aux professionnels pour bien vérifier le bien. Banis, ne faites pas appel à un avocat, il risque de vous mettre en porte-à-faux et en erreur. J'ai eu le cas de 2 clients qui ont acheté à travers un avocat. Malheureusement, il y avait une piscine, il y avait des travaux qui n'étaient pas prévus. C'était une zone où on ne pouvait rien faire, donc ils ont acheté une maison finca rustica, ils ont pu arranger la finca, mais ils n'ont pas pu faire la piscine. Donc c'était pas, il y avait des termes techniques justement au niveau de l'urbanisme, donc ça rentrait pas en ligne de cause. Et tout ceci parce que l'avocat s'est simplement contenté de regarder concernant les dettes fiscales, s'il y avait des encours au niveau des impôts et ainsi de suite. Mais au niveau de l'urbanisme, c'est leur faiblesse. Voilà, construire une maison sur un terrain rustique. Dans presque tous les cas, c'est interdit. Pourquoi? Voire même punissable. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des terrains non constructibles. Donc, il existe des scénarios dans lesquels c'est possible, mais ça dépend de la commune où se situe le terrain. Alors, il y avait généralement beaucoup en Andalousie comme en Comunidad Valenciana, ce qu'on appelait les casas d'apero. C'était des petites remises de moins de 20 mètres carrés qui servaient à entreposer le matériel, les outils, voilà. Les outils et les outils de travail justement pour travailler dans cette finca. Bon, également, pour pouvoir construire quelque chose de fiable, il faut qu'il y ait une exploitation existante, qui doit être préexistante au logement et doit représenter plus de 50% du revenu du propriétaire au cours des 3 dernières années. Donc beaucoup de gens n'ont pas cette activité, donc risquent de se faire avoir. Donc certaines communes autorisent la construction d'une maison où s'exerce une activité liée à la nature, justement pour ces propriétaires-là. Donc, certaines propriétés casa rustica peuvent également être aptes pour construire un hébergement touristique rural, c'est-à-dire una casa de payés, una fonda rural, un hôtel rural. Dans ce cas-là, le propriétaire peut y vivre. Donc il y a tout un projet à mettre en place, et ça, un architecte pourra vous donner toutes les spécificités.
Sur certaines communes et régions, il y a un minimum de mètres carrés à respecter, donc il faut avoir certains critères. Il y a une superficie de 10 mm carrés à respecter. Dans certaines zones, c'est 5 mm carrés. Ça dépend aussi de la commune et de la région autonome. La même chose aussi pour construire un camping. C'est variable aussi. Petit camping rural, dans des zones en pleine nature, donc ça va à partir de 5 mm carrés à 10 mm carrés. Donc moins d'un hectare à 1 hectare et au-delà. Bien sûr, il faut que tout soit inscrit dans le respect de l'urbanisme et la préservation de l'environnement. Alors, installer une maison préfabriquée sur un terrain non bâti. Là aussi, c'est comme les mobil-homes et autres. Il y avait un vide juridique qui permettait de les installer à condition qu'il n'y avait aucun type de travaux et de fondation. Donc, fallait qu'elles soient mobiles. C'est pour ça qu'on autorisait les caravanes, éventuellement. Et pour ce faire, il faut qu'elles soient autosuffisantes. Donc, les terrains non aménageables ne disposent pas des infrastructures nécessaires, structures pour y vivre. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le tout à l'égout, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Alors, certains font des fosses septiques. Certaines communes les refusent. Donc il faut qu'il y ait déjà un bâti qui soit déjà existant pour l'accepter. Voilà. Pour éviter le conflit, justement, la solution c'est consulter la mairie, les services d'urbanisme et être accompagné d'un architecte local ou d'un perito. La même chose aussi, construire une piscine sur un terrain rustique, est-ce possible? Rural, ça aussi, pour certaines activités, on appelle ça, alors certaines personnes contournent un peu la loi, ils font ce qu'on appelle des bassins de regadillo, c'est les bassins d'arrosage. C'est comme des bassins d'irrigation, quoi. Mais ce n'est pas une piscine. Qui dit piscine dit qu'elle soit enterrée au niveau du terrain, dont là, vous avez de fortes chances. Il faudra faire appel à un architecte pour faire un projet et déposer le permis en mairie. Voilà. Pour que justement le projet soit accepté. Le projet technique viabilité établi par un architecte collegiado et supervisé par l'architecte du service d'urbanisme de la mairie. Alors bien sûr, les avantages de vivre dans une propriété rurale. Nombreuses personnes, mode de vie plus calme, connecté à la nature, mais le point le plus important, c'est que les propriétés, les biens sont d'un tarif très raisonnable. On ne paye pas d'IBI. L'IBI, c'est l'impuesto bienes immobiliario. Là, c'est l'impuesto bienes agricolo. Donc, le prix d'achat est inférieur à celui d'une maison en terrain urbain. Voilà. Et bien sûr, étant dans un environnement naturel, vous pourrez profiter d'un environnement en pleine nature. Alors, pour trouver les propriétés rurales, alors les portails, vous avez les portails tels que Idealista, Fotocasa, Habitaclia et certains portails spécifiques au terreno rustico et casa rusticas. Voilà. Donc pour une étude supplémentaire, vous n'hésitez pas à me faire appel, à m'envoyer un email et je vous répondrai avec plaisir. J'ai déjà aidé pas mal de personnes dans ce type de recherche parce que c'est très très spécifique. Autant un appartement, c'est plus facile à vérifier, il faut regarder les dettes et ainsi de suite. Une propriété finca rustica, il faut faire très très attention. Bon, vous avez des questions n'hésitez pas sur le live à mettre vos commentaires. Au bord de ma piscine à Fréjus. Bon, ça c'est...
Alors, ensuite, la deuxième partie, quels sont les moyens? Ah voilà, quels sont les moyens de vérification? Voilà. Alors, si vous avez de quoi noter, alors je vais prendre un peu d'eau. Vous mettez désaltérer un petit peu de l'eau citronnée. Bon, si vous avez de quoi noter, les grandes lignes pour vérifier les moyens pour une vérification de la finca rustica et conforme ne présente pas de défaut urbanistique et d'éviter le problème ainsi que les vérifications. C'est presque une session privée, il n'y a que 4 personnes en ligne. Vous voyez, mais elle va être... ce live sera également enregistré sur YouTube. Voilà, donc il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées, je pense. Alors, pour l'achat d'une finca rustica en Espagne, quels sont les moyens pour vérifier la finca conforme que ne présente pas de dette fiscale, bancaire ou autre? Donc, pour vérifier la conformité, il faut s'assurer, il faut aller vérification légale administrative au cadastre, consulter le registre du cadastre pour vérifier le propriétaire actuel, les limites de la propriété, los lindes, ce qu'on appelle en Espagne, et la description de l'immeuble. Et si c'est un bien qui appartient à un ou plusieurs propriétaires, faire attention exactement à ce qu'on appelle les segregaciones des fincas. C'est-à-dire que vous avez sur la même finca, vous avez plusieurs propriétaires qui sont copropriétaires de la finca. Donc chacun a une quote-part là-dessus. Ce sont des fincas quelque part à problème, il faut faire très attention. Il y en a énormément du côté de la région en Andalousie. Bon, il faut aller au registre foncier, le registre de la propriété, et obtenir document au registre foncier pour confirmer le propriétaire actuel. Alors, on demande ce qu'on appelle la nota simple informativa. Et également, vous aurez l'état des lieux concernant les hypothèques. Et ensuite, vérifier également les dettes. Les dettes, justement, quand c'est des copropriétés, s'il n'y a pas des dettes communes, ou des dettes de charges impayées. Il faut faire ce qu'on appelle aussi également au niveau de l'équivalent des impôts en Espagne, Hacienda ou Suma, certificat de non-dette fiscale. Ce qu'on appelle, il faut demander un certificado de estar corriente con Hacienda. C'est un document qui certifie qu'il n'y a pas de dette fiscale envers l'administration fiscale. Je demande toujours ce document. Pourquoi? Parce que sur la nota simple, parfois il peut y avoir des choses qui ont été cachées et que la personne du registre ne l'a pas mentionné. Donc faites attention. Vérifiez également l'impôt sur le bien immobilier, l'IBI, qui a été payé pour le propriétaire actuel. Ensuite, il faut faire une vérification juridique concernant les contrats de vente. Le contrat de vente, là j'ai un voisin là qui a un petit chien. Charge ou hypothèque sur le bien, voilà, qui est affecté à cette finca. Il faut regarder les vérifications des charges et des hypothèques, s'il y a un prêt, s'il y a eu un encours bancaire, pour confirmer l'absence d'hypothèque qui n'a pas été divulguée. Et bien sûr, je conseille fortement d'être assisté d'un véritable professionnel. Faire appel à un avocat spécialisé en droit immobilier en Espagne ou un architecte ou un perito agricola. Voilà. Ces mesures de vérification sont cruciales pour éviter des surprises désagréables. Et ensuite, dernier point très important aussi, vérifier la valeur de référence de la finca. La valeur de référence, c'est un extrait depuis janvier 2022, faites attention. Vous avez trois valeurs. Il y a le precio de venta público, precio de l'escritura, le prix que vous allez payer devant le notaire, et ensuite le prix de référence, c'est-à-dire le valeur cadastrale. Et ça, il faut le demander au registre de la propriété, le valeur de référence cadastrale. Et ne jamais déclarer, ne jamais signer en dessous de cette valeur. Ensuite, la charge de la preuve, ce sera à vous de le présenter et de négocier. Donc faites attention, certaines personnes sont surprises, ils achètent des fincas
à des tarifs, ils ont cru faire une bonne affaire et vous avez les impôts qui arrivent 2 ans ou 3 ans par la suite, et vous risquez d'avoir un très très gros redressement fiscal. Voilà. Je laisse passer un petit camion là. Alors, je suis dans un secteur où ça construit, il y a eu 2 terrains qui ont été à la vente, enfin une personne a acheté un terrain avec une maison et il a scindé une partie du terrain et là ils construisent une autre maison. Donc il y a quelques petits inconvénients. Voilà, ça vous convient? Est-ce que ça rentre? Est-ce que vous... bon, bien sûr, ceux qui répondront dans le sondage recevront un guide très spécifique concernant ces finca rustica. Voilà. Alors dernièrement, j'ai accompagné un client. Là justement, la semaine prochaine, je m'en vais sur la Comunidad de Murcia, un client qui a acheté une maison, pareil, finca rustica, avec de la surface. J'ai fait les contrôles et les vérifications. C'est en ordre. Par contre, il y avait des points litigieux à prendre en ligne de compte. Ils avaient leurs propres avocats, donc il faut faire très attention aussi. Donc, j'ai réussi à trouver des petites spécificités, justement pour le bien de la personne. Voilà. Sachant que bon, c'est la communauté là, cette personne-là, pour la semaine prochaine, je vais m'y rendre là, c'est Murcia. Là, l'impôt, elle va payer la ITP, l'impôt de transmission patrimoniale. Comme ça, les finca rustica, là, c'est de la revente, ce n'est pas du neuf. Donc là, on règle sur la base de 8% en Comunidad de Murcia. En Catalogne, c'est 10%, l'ITP. Et on part sur la base de 7% en Andalousie. Voilà. Alors, peut-on mettre des conditions dans l'offre concernant les dettes ou autres régularités qui permettent d'annuler? Non. Il faut vérifier le contrat. Oui, on peut le mettre, mais il y a des astuces techniques et ça, c'est un avocat en droit immobilier pourra vous donner les ficelles. Alors, avant de faire une offre d'achat, ben oui, les vérifications. Alors, beaucoup de gens font ce qu'on appelle, ils flèchent sur un bien, font une confirmation, c'est-à-dire une réserve. Par contre, il faut faire très attention. Ne donnez pas. Vous pouvez faire la réserve qui est sur la base de 1%, et ça vous laisse le temps 10 jours après pour faire toutes les vérifications. Par contre, il est trop tard une fois que vous faites le contrat d'art, le contrat de art privada où vous versez les 10%, là vous risquez de perdre les 10%. Oui, via le site d'internet du cadastre, on a déjà ces infos. Non, c'est pas suffisant. Non, alors parfois il n'y a pas de réactualisation, il n'y a pas de synchronisation entre le cadastre et le registre. Ce qui fait foi essentiellement, c'est le registre. D'abord, le registre de la propriété. Et le bien, quand il n'est pas inscrit, il faut faire le nécessaire vis-à-vis du notaire pour qu'il inscrive le bien au niveau du registre. Parce qu'un bien peut être inscrit, vous pouvez avoir des biens inscrits sur le cadastre, mais qui ne figurent pas au niveau du registre. Donc il faut faire le distinguo. Il faut faire très attention à ça. Bonsoir Florence. Pascal, bonsoir. Bon, je vois que nous sommes 3, 4, 5 personnes. Bon, c'est vrai que c'est un live très spécifique et très technique concernant les fincas rurales. Alors, la deuxième partie, voilà. On va parler de mes contrats d'accompagnement, formule 1, 2, 3. Alors, la plus complète, c'est la formule 3, la formule VIP. C'est celle où je fais également la recherche de biens, un peu le chasseur de biens.
en fonction de vos critères, de vos critères d'achat, et je m'engage à faire toutes les vérifications qui s'imposent au niveau fiscal, urbanistique et légal. À ce niveau-là, ça c'est la Formule 3. Bien sûr, c'est la plus chère, c'est celle qui demande le plus de temps. Et là, je suis complet jusqu'en mi-septembre. Donc, j'ai clôturé les accompagnements Formule 3. Par contre, j'ai les disponibilités en Formule 1 et 2. Formule 1 et 2, vous cherchez le bien. Moi, je me charge de faire les vérifications. Et la 2, je vous accompagne, c'est la même chose aussi, je vous accompagne avec la signature, dernière vérification sur place, avec accompagnement pour la signature vers le notaire, au notaire. Donc là, comme je ne fais pas la recherche, c'est vous qui faites la recherche, mais je vous donne toutes des astuces aussi avec un checklist de toutes les, pour ne rien oublier, à peu près 80 points pour une finca. Les listes importantes des papiers à demander. Voilà. Des conseils pour avoir des rendez-vous avec des agences sur place. Pourquoi? Parce que beaucoup ne répondront pas. Des astuces pour bien connaître l'historique du bien à vendre. Un lexique des terminologies, dont un peu vous serez un peu le détective concernant ce bien, avec mon accompagnement à distance en permanence, pour pas qu'il y ait de problème. Un modèle de compromis de vente avec les clauses à inscrire, que vous pourrez remettre à votre avocat sur place. Ça vous permettra justement de ne rien oublier. Voilà, c'est une méthodologie sans faille pour un achat immobilier en Espagne en toute sécurité. Voilà. Alors là aussi, je vous détaillerai, bon, ça fait partie de mes accompagnements. Et je vais lancer également en septembre, mi-septembre, une petite formation, enfin une formation assez complète, qui va durer 8 semaines. C'est le passeport, où vous aurez toutes les phases de A à Z, avec, vous pourrez regarder avec des checklists, des PDF, des documents. Il y aura des vidéos. Donc je suis en train de mettre en place tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Et j'ai fait des tarifs vraiment exceptionnels. Par contre, j'ouvre la session simplement pour 50 personnes. J'ai déjà 8 personnes qui se sont inscrites. Bon, il y en avait 10. Il y en a un une personne qui s'est décommandée. Bon, raison personnelle. Donc j'ai déjà 8 places, dont il reste 42 personnes. Voilà. Plus, bien sûr, plus vite vous vous inscrivez, plus le tarif sera intéressant. Alors la surprise pour toutes les personnes qui désirent faire un accompagnement. Alors pour juin, juillet et août, j'offre une consultation gratuite par téléphone 30 minutes, voilà, où on fait le point concernant votre projet. Et suite à ça, vous aurez également, si vous prenez un accompagnement 1 ou l'accompagnement 2, je fais une offre exceptionnelle pour l'été 2024 de moins de 30%. Et ça va s'adresser simplement à 4 personnes. 4. 1, 2, 3, 4. Pas plus. Parce que je dois me reposer cet été aussi. Voilà. Donc voilà la surprise de l'été. Appel téléphonique où on décortique un peu votre projet pendant 30 minutes. Plus un tarif exceptionnel de 30% sur mes honoraires en Formule 1 et 2. Sur toutes les régions d'Espagne. Catalogne, Comunidad Valenciana, Comunidad Murcia, et Comunidad de Andalucía. Andalucía qui est une des plus grandes et une des régions les plus demandées depuis Malaga, Séville, Cadix, Almeria qui est très demandée aussi. Alors par contre, je connais très bien chaque région d'Espagne. Je serai d'une manière tout
tout à fait transparente avec vous, de manière objective. Celle qui présente pour moi le plus d'avantages et celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Attention, il y a des régions qui sont très très bon marché en Espagne, par exemple Almeria, mais c'est particulier, il faut aimer, il faut y aller, il faut passer les vacances, allez-y. Pour moi, c'est la région la plus aride de l'Espagne, et pour cause, c'est pour ça que les tarifs sont pas chers. Par contre, c'est pas je dirais la plus belle. C'est là où on a tourné les westerns espagnols vers la tabernas et ainsi de suite. Donc, climat très spécifique. La région de l'Aljarquilla, bon, très très bien aussi, du côté de Vélex, Torox. Voilà. Comunidad Valenciana, chaque région a ses spécificités aussi. Je reviendrai concernant les fincas rurales. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Bon, sachez que bon, ça fait déjà où là, 19h53. Ça fait déjà 1 heure je suis en live avec vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et je répondrai personnellement une à une, ainsi que quand ce live sera diffusé et enregistré, sera diffusé également sur la chaîne YouTube. Voilà, sinon je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Voilà, en Andalousie, on est déjà presque, c'est déjà presque l'été. Voilà, la semaine prochaine, je pars en Comunidad Valenciana. Je me rends également du côté de Murcia, Orihuela Costa. Ensuite, 4 ou 5 jours, je retourne sur le bassin d'Arcachon et je reviens en Andalousie pour le 25, pour la fin du mois. Voilà, où je resterai 2 mois, juillet et août, sur place. Alors beaucoup de gens se demandent aussi, là dernièrement, hier et ce matin, j'étais à Séville, et j'ai fait la route entre Séville et Cadix. Il y a des petits villages très sympas. Si ça peut intéresser certains, je ferai un live sur des propriétés intéressantes dans des petits villages pour un budget raisonnable. Bah, par contre, on est un peu en retrait, entre 30 à 40 km des côtes. Et là, j'ai trouvé des petites maisons de ville, 2-3 chambres, à partir de 80 000 à moins de 100 000 euros. On a des constructions, de l'immobilier quand même assez intéressant. Voilà, sachez que je me forme constamment. Là, regardez concernant les locations. Voilà. Régime légal de l'arrendamiento inmobiliario, le régime légal des locations immobilières. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Ça comporte la dernière loi de l'immobilier, justement, concernant les locations. Là, on parle de la location annuelle. Et j'ai également la même chose sur la location saisonnière, vous voyez, avec des spécialistes, des études de cas. Donc c'est assez spécifique, c'est des articles des articles de loi, LAU, Ley de Arrendamiento Urbano. Donc c'est quand même, vous voyez, ça fait partie de ma bibliothèque, de mes lectures de cet été, ce qui fait que toutes mes connaissances urbanistiques et juridiques sont à jour. Voilà, parce que ça change constamment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai envoyé dernièrement avec Anita aussi, on a envoyé l'équivalent ces derniers jours, cette dernière semaine, l'équivalent de 1200 nouveaux guides tout azimut aux personnes qui sont inscrites. Bon, j'ai eu une augmentation très forte du groupe. Je ne sais pas si c'est dû aux élections ou autres. Mais c'est simple, à une semaine, on a fait plus de 800 personnes qui se sont inscrites au groupe. Et on a envoyé beaucoup de guides. Comment acheter en Espagne, sur la fiscalité,
comment faire un prêt immobilier en Espagne et comment louer un bien en longue durée ou colocation en Espagne. Voilà. Excusez-moi pour certaines personnes qui ont peut-être pas reçu les guides, parce qu'on a eu énormément de demandes concernant justement ces guides à travers le Messenger. Il y a eu un bug aussi, je l'ai signalé à certaines personnes. Voilà, donc j'essaye de faire le maximum et d'essayer d'aider le maximum de personnes, parce que j'en ai marre de voir des personnes qui se font malheureusement avoir et tomber sur des agents immobiliers véreux en Espagne. Bon, la profession est en train de s'organiser pour limiter un peu la casse, mais il y a énormément encore de laisser aller à ce niveau-là. Voilà, quel côté si on veut éviter les autres constructions sans descendre en dessous de Murcia? Quel côté? Faut savoir que ça, ce sera un bon article de poste à développer, oui. Les autres constructions, bon, vous avez Calpe, vous avez Benidorm, vous avez Lloret de Mar sur la Costa Brava. Pour moi, la côte la plus authentique et la plus naturelle, je dirais que c'est la Costa de la Luz. Voilà. Ou alors la Costa del Sol du côté de la Jarquilla. Voilà. Par contre, si vous allez du côté de Marbella, Fuengirola, Torremolinos, là c'est building. La même chose aussi si vous allez du côté de là où l'immobilier est pas cher, du côté de la Costa Calida, du côté de en dessous de Murcia, au-dessus de Murcia, vers Alicante, vers Torrevieja, Santa Pola. Là, vous avez beaucoup de maisons en batterie. Pourquoi? Parce que toutes ces maisons ont été construites sur des terrains, des anciens marécages. C'est pour ça que l'immobilier est pas cher. Alors, oui, pour les licences touristiques, oui, c'est possible de les avoir en type fincas. Oui, mais dans ce cas-là, il faut faire un dossier, ce qu'on appelle fincas rurales turísticas. Il y a une spécificité à faire. Voilà. Par contre, pour qu'elle soit fiable, il faut qu'il y ait ensuite une demande de légalisation de la finca et qu'il y ait la LPO, c'est-à-dire les licences primaires d'occupation ou la cédula d'habitabilité. Ça, c'est technique. Il fait pas trop chaud en Andalousie en été? Non, c'est très bon. Je ne supporte pas les 40. Non, ça va. Là, en ce moment, j'ai 28, attendez, oui. Il y a toujours un petit air qui passe. Non, voilà. Par contre, c'est sûr, en Andalousie, là où c'est très chaud, c'est l'intérieur des terres, Jerez, Sevilla, Cordoba, Granada, voilà. Par contre, sur tout le littoral méditerranéen, il y a toujours un peu de vent, ça se passe très bien. Voilà, sur ce, on a fini. Je finis mon petit live, je vais faire la procédure pour l'enregistrer et je le mettrai sur la chaîne YouTube. Pour les retardataires, vous aurez l'occasion de le reconsulter. Et je vous souhaite un bel été, comme je disais tout à l'heure. À bientôt. Hasta pronto.